Thierry, il se passe quoi en Palestine ? Alors, il y a un revirement complet de situation. Vous vous souvenez que le groupe de Netanyahou a menacé les États-Unis et le Royaume-Uni avec la résurrection du groupe Stern, c'est-à-dire la résurrection des attentats contre les Occidentaux. À la suite de quoi, les États-Unis ont décidé de renverser Netanyahou et ils ont invité à Washington Benny Gantz en pensant qu'ils allaient lui confier le prochain gouvernement. Bon, lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, Benny Gantz était à Washington et il venait d'apprendre qu'on venait de virer Madame Nuland et les néoconservateurs du département d'État. Quel sens qu'on peut donner 15 jours après, puisque c'était il y a 15 jours, à cette mise à la retraite d'office de Victoria Nuland ? On ne peut pas trop dire parce que il y a eu un événement imprévu, c'est que ils avaient invité Gantz pour lui confier le prochain gouvernement israélien, mais Gantz n'est pas arrivé comme ça. Gantz, il est arrivé en disant « moi je défends mon pays ». Et donc je ne recevrai pas d'ordre de vous. Et moi je pense qu'il faut détruire le Hamas et donc prendre Rafah. Or, jusque-là, quand on parlait de prendre Rafah, on parlait de continuer de terroriser la population palestinienne jusqu'à la contraindre à quitter le territoire palestinien. Et lui, il dit avec une autre pensée, il dit non, moi je respecte les gens, je ne veux pas les expulser, mais je veux prendre Rafah parce que je veux en finir avec le Hamas. Alors donc, dans un premier temps, les États-Unis ont été interloqués puisqu'ils pensaient avoir un pion dans ce pays-là comme ils en ont mis dans plein d'autres pays, et c'était pas la bonne personne. Mais en rentrant en Israël, Benny Gantz a fait une étape à Londres. Et là, ça s'est très mal passé. Parce qu'il avait rendez-vous avec le conseiller de sécurité à Londres, à Downing Street, et Rishi Sunak, le Premier ministre, s'est invité à la réunion. Ce qui est bon signe. Non, pas du tout. Rishi Sunak est venu pour lui dire « mais il n'est pas question que vous arrêtiez avec le Hamas. Nous avons besoin du Hamas. » Parce que le Hamas, ce sont les frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est les Britanniques. Pourquoi Rishi Sunak, il a besoin du Hamas ? Parce que... Quelle est la visée intentionnelle ? C'est le projet initial de la création d'Israël. En 2015, c'est-à-dire avant la déclaration Balfour, il y a un grand diplomate... Donc on rappelle, parce que tu vas très vite, mais oui. La déclaration Balfour, c'est 1917. Oui. C'est cette déclaration qui est en réalité informelle, où Balfour dit qu'il faudrait un foyer national juif en Palestine. Voilà, mais juste avant... Qui n'est pas un accord international. Non, mais 2 ans auparavant, un haut diplomate qui par la suite est devenu ministre des Affaires étrangères, Herbert Spencer, avait rédigé un mémorandum où il expliquait qu'il fallait créer un État juif en Palestine. Alors c'était pas une idée nouvelle, ça date de Lord Cromwell, c'est très ancien. Mais il disait... Lord Cromwell, on le rappelle, ministre des Affaires étrangères. Non, Lord Cromwell, c'était au XVIIe siècle, celui qui Ce Cromwell-là. Ce Cromwell-là, voilà. Et donc, dis-nous ce qu'a fait Lord Cromwell après la mort de la pendaison de Jacques II. Voilà. Donc, ça, c'est la révolution Il va nous chercher comme les histoires. Non, mais c'est la révolution en Angleterre. Ils ont décapité le roi. C'est plutôt 1620 quelque chose. Oui. C'est le début du XVIIe. Oui. Et donc... il passe très rapidement parce qu'il ne se souvient pas de la date. Oui, c'est vrai, je me souviens pas la date d'arrivée de Cromwell au pouvoir. Je ne sais pas. Quel est son prénom ? Oliver Cromwell. Oui. Donc, il veut nous la jouer, mais en fait, là. Donc Oliver Cromwell arrive au pouvoir. Donc, lorsque Lord Cromwell arrive au pouvoir, il veut créer un État juif en Palestine. Parce que dans son esprit, c'est le premier chrétien sioniste, en fait. Dans son esprit, protestant. Un protestant, il faut regrouper tous les juifs en Palestine
pour rendre possible le retour du Christ sur terre. Bon, c'est vraiment des... Bon, je suis quand même... Alors, moi, j'avais retenu un peu l'inverse. Je vais quand même le faire chier sur le protestantisme. Moi, j'ai retenu l'inverse. C'est que si les chrétiens voulaient bénéficier de la résurrection sur terre, ils devaient être enterrés à Jérusalem au moment du retour du Christ. Ah, ça, j'en sais rien. Mais je pense que c'était ça. Et de mémoire, c'est 1638. Mais on va soumettre au suffrage des L'Anthromolle le premier avait dit que les Britanniques devaient créer un État juif en Palestine. Et après, toutes les Britanniques, au cours du temps, ont toujours soutenu cette histoire. Ils l'ont même fait inscrire au programme du Congrès de Vienne à la chute de Napoléon. On voulait réorganiser le monde et eux voulaient toujours créer un État juif en Palestine. On redit, puisque je veux quand même te torturer, puisque tu nous parles de cette époque, qu'à partir des années 1855, un grand mouvement protestant préconise le retour, avant le sionisme, avant qu'on dise aux juifs allez en Palestine, un grand mouvement protestant préconise le retour des chrétiens en Palestine pour bénéficier de la résurrection en cas de retour du Messie, et que c'est pas ça leur truc, c'est qu'ils veulent que les juifs soient regroupés parce que les juifs sont dispersés. Et les chrétiens. Non. Ils expliquent que les juifs doivent être regroupés en Palestine et que là, à ce moment-là, le Christ reviendra sur terre et amènera les chrétiens au ciel. Mais on reprendra l'histoire des villas bavaroises à ce qui est devenu Tel Aviv, et on reviendra sur cet aspect de l'histoire qui est méconnu. Mais vas-y, je te laisse continuer. Ce vieux projet britannique, en 1915, avait reçu un appui à travers un important diplomate britannique qui, dans un premier jet, avait dit « il faut créer cet État parce que c'est nécessaire à l'Empire britannique pour pouvoir disposer de l'appui de toute la communauté juive, la diaspora dans le monde, et donc ça sera le triomphe de l'Empire britannique de cette manière ». Mais il avait précisé, dans une seconde mouture, « et nous veillerons à ce que cet État ne puisse jamais se défendre lui-même » pour qu'il reste toujours au service de l'Empire britannique. Donc ça, c'est ce que Rishi Sunak est venu plaider encore une fois. Il ne faut pas qu'Israël devienne un État adulte. Et donc évidemment, ça s'est mal passé avec Benny Gantz. Qu'a dit Benny Gantz? Est-ce qu'on le sait? Ah non, on ne sait pas ce qu'il a dit, mais manifestement, ça n'a pas fonctionné entre eux. Et donc le problème, c'est autour des frères musulmans et de leur section en Palestine qui est le Hamas. Donc ça c'est important parce que j'ai dit ici, j'ai expliqué que le Hamas pour moitié c'était les frères musulmans mais pas complètement. On a vu que le numéro 3 du Hamas est mort dans une frappe israélienne. On ne sait pas, c'est eux qui l'ont dit mais c'est pas certifié. Mais il était dans la branche armée du Hamas, donc plutôt dans la branche non religieuse. Oui, non, pas des frères musulmans. Oui. Voilà. Donc de toute manière, qui confirme la théorie que tu avais émise. Moi je te coupe parce que je vais encore me faire engueuler parce qu'ils me disent vous laissez pas parler les gens, mais c'est souvent pour qu'ils puissent dérouler un argument important dont ils n'ont pas forcément conscience. Tu avais dit les meurtres, je sais pas comment, les neutralisations, les assassinats, assassinats, chacun mettra le mot qu'il veut, sont ciblés autour de Israël ne tue que les militaires du Hamas et ne tue pas les frères musulmans. L'annonce de la mort du numéro 3. Oui. Alors j'avais pas dit que les militaires, parce qu'il y a aussi dans la branche militaire, il y en a aussi quelques-uns qui dépendent des frères musulmans. Mais ceux qui sont opposés aux frères musulmans, c'est ceux-là que l'on assassine, où qu'ils soient. Dont le numéro 3 récent. Voilà. Bon. Mais cette intervention de Rishi Sunak vient confirmer ce que je dis, cette attaque du 7 octobre est quelque chose qui a été non pas une surprise pour Israël, mais fait partie de la manière dont Israël est géré. Alors,
après ce voyage, qu'est-ce qui s'est passé? Plus personne ne savait ce qu'il allait advenir, parce que les États-Unis, finalement, ne savaient pas comment remplacer Netanyahou, il n'y avait pas de pion malléable pour ça, et les Britanniques faisaient obstacle à Benny Gantz. Alors, le Pentagone a continué à livrer des armes, et ce matin, donc, il a accepté de livrer des F-35. Ouais, je pense qu'il a forcé les Israéliens à accepter des achats de F-35 qui, comme on le sait, coûtent très cher. Coûtent très cher et sont des avions qui ne valent rien. L'armée des États-Unis n'en veut plus de ces avions. On nous dit que c'est la pointe de la technologie, mais l'armée des États-Unis fait reconstruire des vieux F-16 pour remplacer ces F-35. Donc ça ne vaut rien, c'est de la camelote. Mais sur le papier, ça a toutes les qualités. C'est la révolution technologique. Ouais. Donc le Pentagone continue à livrer des armes et à donner des autorisations à ses États clients pour livrer des armes. Parce que vous savez que quand il y a des composantes américaines dans les armes d'un État tiers, il ne peut pas les exporter sans l'autorisation des États-Unis. Et le Pentagone signe tout. Donc ça continue comme ça. Mais en même temps, le Pentagone a annoncé qu'il allait construire une île flottante au large de Gaza pour permettre à des gros bateaux d'être déchargés et d'amener de l'aide humanitaire à Gaza. Alors, ça vient très en retard, puisqu'il va falloir 2 mois pour construire cette île flottante, et que d'ici là, peut-être les gens seront morts de faim. Et que de toute manière, quand ça arrivera, ça n'empêchera pas la famine. Parce que vous savez, quand... Il faut que tu arrêtes de jouer sur tes semelles en caoutchouc parce que ça s'entend à la caméra. La famine, c'est une chose terrible. Ça fait chier aujourd'hui. La famine, c'est une chose terrible. Quand vous n'arrivez plus à vous nourrir, au bout d'un moment, vous ne pouvez plus rien ingurgiter. Et donc, vous n'êtes pas encore mort. Mais si on veut vous redonner la vie, il faut vous faire des transfusions sanguines. On ne peut pas vous donner de nourriture. Et des transfusions sanguines, il ne risque pas d'y en avoir dans cette région où tout le système de santé a été détruit. Est-ce qu'il y a une famine en ce moment à Gaza? Alors, pour le moment, on ne signale pas de gens qui sont morts de faim. Mais c'est évident qu'il va y avoir une famine et que cette famine va se déclencher dans environ 2 semaines. Et que si on l'arrête aujourd'hui, la famine se poursuivra juste pendant 1 mois. Mais si on n'intervient pas aujourd'hui, elle se poursuivra tant qu'il y aura des gens pour mourir. La famine, ça se prévient, ça ne se soigne pas. Il faut se prendre très en avance pour éviter que les gens meurent de faim. Et là, il n'y a plus de système pour les soigner et il n'y a plus de système pour distribuer de l'aide alimentaire si elle arrive. Est-ce que l'armée israélienne profite de cet état, alors il n'y a pas de mot en français, en anglais on dit starvation, oui. de cet état de faim, oui. Le français manque de mots pour le décrire, pour sniper, cibler des gens qui s'attroupent pour avoir de la nourriture. Il y a 2 endroits où on dit qu'il y a eu des émeutes dans la distribution de nourriture et qu'il y a eu des gens qui ont été écrasés, un endroit où on signale plus d'1 centaine de morts, tout ça. Mais l'armée israélienne dit non, c'est pas vrai. Mais alors, pour que tout le monde comprenne, on dit qu'il y a des snipers, donc des tireurs isolés de l'armée israélienne qui tirent à balles réelles sur les gens qui attendent de la nourriture. Il y a encore eu une affaire ce matin dans la presse sur 70 morts possibles. Est-ce que selon toi, ces faits sont étayés ou pas? Alors, selon moi, avant que ces événements ne surgissent, Samantha Power, qui est aujourd'hui la directrice de l'USAID, l'aide des États-Unis, et qui avant était ambassadrice à l'ONU,
Samantha Power avait dit qu'elle s'interrogeait sur l'attitude de l'armée israélienne quand il s'approchait de ces distributions de nourriture. Quand les Palestiniens s'approchaient de ces distributions de nourriture. Et elle demandait à venir voir sur place comment ça se passait, parce que on lui avait dit que peut-être l'armée israélienne organiserait ce genre de massacre. Donc ça, elle l'a dit avant que ça survienne. Et lorsque ces événements sont survenus, les églises chrétiennes qui étaient sur place, aussi bien que les représentants des Nations Unies, ont dit que le 95% des morts étaient décédés par balle. Donc, ça montre que c'est l'armée israélienne qui a organisé ces émeutes. Donc 95% des morts dans les émeutes de la faim seraient morts par balle. Par balle, tués par des snipers. Pour aller vite. Enfin, je vais faire un raccourci pour que tout le monde comprenne. En tout cas, ils ne sont pas morts écrasés dans des mouvements de foule. Bon, alors, de son côté, qu'est-ce que l'ONU a fait ? D'abord, l'ONU a publié un rapport de l'Office de secours aux Palestiniens, l'UNRWA, attestant sur une centaine de cas que l'armée israélienne a enlevé et torturé des fonctionnaires de l'Agence des Nations Unies pour leur faire avouer qu'ils étaient membres du Hamas. Alors là aussi, je te coupe pour faire un flashback pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc il y a un long débat lancé par Israël au moment où l'Afrique du Sud a accusé Israël de génocide. Il y a eu une espèce de mesure de rétorsion où Israël a expliqué que l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens collaborait avec le Hamas et avait notamment participé au 7 octobre. Aujourd'hui, Israël a du mal à fournir des preuves. Il n'en a jamais fourni. Et ce que tu nous dis, c'est qu'il y a eu des fonctionnaires, enfin des agents de cette agence de l'ONU enlevés, kidnappés par les Israéliens et torturés pour avouer leur participation au 7 octobre. Absolument. C'est un rapport officiel. Un rapport officiel de qui ? De l'UNRWA, qui a établi ça après avoir écouté ses propres fonctionnaires. Et ça a été présenté au Conseil de sécurité. Et donc, tous les États occidentaux qui avaient arrêté de subventionner l'UNRWA ont repris leur subventionnement les uns après les autres. Conscients que c'était une manipulation israélienne. Alors, par ailleurs, les Nations Unies ont publié un rapport de la rapporteuse spéciale sur les violences sexuelles dans les conflits. Donc cette dame est allée en Israël, a recueilli les témoignages des gens qui avaient subi l'attaque du 7 octobre, et dans son rapport, elle dit qu'elle a trouvé leurs témoignages crédibles, qu'il est crédible que des assaillants du 7 octobre aient violé certains Israéliens. Par contre, certaines Israéliennes. Par contre, elle dit que l'accusation selon laquelle ils auraient mutilé certaines femmes et castré certains soldats israéliens, ça c'est de l'affabulation complète. Ça n'est pas crédible, dit-elle dans son rapport. Alors, cette dame n'a pas fait d'enquête, elle n'est pas allée vérifier les éléments. Elle a juste jugé la crédibilité de ce qu'on lui disait. Donc elle a fait un travail d'historienne, elle a recueilli les témoignages de ici, elle s'est dit mais ça, en comparaison de ce qui est dit et de la réalité plausible, ça n'est pas possible. Voilà, mais elle a dit il est plausible qu'il y ait eu quelques viols. Ce qui est en soi assez difficile à admettre parce que les commandos de la résistance palestinienne, quand ils sont arrivés en Israël, n'avaient que peu de temps. Ils n'allaient pas s'arrêter pour violer des gens. Ils avaient la fonction d'enlever des Israéliens, de les ramener comme otages
dans les territoires palestiniens. Ce qui est déjà une violation du droit international. Hein. Mais, donc, on le redit, puisque oui. Nous sommes soumis à des pressions fortes en matière législative. Je ne veux pas dire qu'il y a des pressions occultes, il y a une pression légale. On ne peut pas dire que l'opération du 7 octobre soit satisfaisante du point de vue du droit des libertés, du droit international. Non, c'est pas satisfaisant du tout, mais ça s'explique assez bien dans la mesure où les Palestiniens expliquent que Israël détient des otages, puisque Israël a des prisonniers administratifs, des gens qui sont mis en prison, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. C'est une décision administrative, il n'y a pas d'inculpation, il n'y a pas de jugement. Bon. Donc, la rédaction du courrier, qui est courageuse mais pas téméraire, souligne que Thierry Meyssan considère que cette opération du 7 octobre peut se comprendre, mais ça n'engage que lui. Oui, je dis qu'elle peut se comprendre, mais qu'elle n'est pas conforme au droit international. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Alors, par ailleurs, à l'entour de tout ça, beaucoup d'ONG se sont positionnées. Notamment, il faut savoir que le comité de protection des journalistes, qui est une organisation anglo-saxonne, a publié une lettre ouverte signée par 92 grands journaux et agences de presse du monde anglo-saxon. Ça n'est jamais arrivé, une chose pareille. Hein. Et ces gens-là disaient « Israël est responsable de la sécurité des journalistes qui couvrent cet événement ». Or, il y a eu plus de journalistes tués en couvrant l'opération Glaive de fer, l'opération des Israéliens, qu'il n'y en a eu jamais dans aucun conflit dans un temps aussi court. Est-ce qu'il y a une stratégie délibérée, ou pas, on ne peut pas le prouver, mais est-ce qu'on peut supposer qu'il y a une stratégie délibérée des Israéliens de tuer des journalistes pour les probablement dissuader de couvrir l'événement? Alors, on ne peut pas l'établir de manière générale, mais il y a un cas où c'est certain. Il s'agit du journaliste de Reuters qui a été tué à la frontière libanaise. Ça, c'est sûr, il a été visé alors qu'on ne pouvait pas ne pas savoir que c'était un journaliste. Lui a été tué et 6 autres ont été blessés. Tout ce groupe était parfaitement identifiable, leur présence était annoncée, etc. Ça, c'était volontaire. Quel était l'intérêt? Parce que Reuters, c'est une agence plutôt pro-israélienne. C'est une agence pro-états-unienne. Et nous voyons aujourd'hui cette séparation qui se creuse entre le groupe de Benjamin Netanyahu en Israël et les anglo-saxons, que ce soit Washington, Londres ou même Canberra ou Ottawa. Hein. Donc, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Parce que nous parlions des morts de journalistes sur le front, notamment au Sud-Liban, la mort d'un journaliste de Reuters. L'armée israélienne voulait empêcher que l'on couvre ce qui se passe en ce moment au Liban. Puisqu'en fait, pendant que nous parlons de Gaza, il y a eu 4500 bombardements de cibles au Liban par l'armée israélienne. 4500. Ces bombardements, d'après Israël, n'auraient touché que des cibles du Hezbollah. Mais toute personne qui vit au Liban sait que ça n'est pas vrai. Bon. Ces bombardements étaient censés principalement obliger le Hezbollah à se retirer de l'extrême sud du Liban, disons des 7 km de la frontière jusqu'au fleuve Litanie. Et on sait que dans le vieux projet international, puisqu'il y avait un accord sur, pour être équilibré, il y avait un accord dont je ne vais pas retrouver la date évidemment, mais qui était le retrait du Hezbollah au nord de la rivière Litanie,
Donc une démilitarisation du Sud-Liban qui n'a pas existé. Alors ça c'est la résolution 1701 rédigée par Madame Victoria Nuland, toujours elle, à la fin de la guerre d'Israël contre le Liban en 2006. Donc, mais qui avait force de droit international. Oui, mais il ne précise pas du tout ce que tu viens de dire. Ce qu'il précise, c'est que cette zone sera contrôlée par l'armée libanaise. Et dans l'esprit des Israéliens, ça voulait dire que le Hezbollah se retirait de cette partie. Mais l'armée libanaise a dit non, le Hezbollah peut rester là. Il est tout à fait en droit d'être là. Donc, égalité renvoie des deux parties au point de départ. Oui, renvoie au point de départ. Donc, parce qu'aujourd'hui, les Israéliens disent qu'il y a un accord international pour que le Hezbollah se retire au nord du Litanie. Oui, mais le Hezbollah a reçu l'autorisation de l'armée libanaise pour être présent. Et le Hezbollah s'est mis à construire un grand nombre de systèmes de lance-missiles à cet endroit-là. Donc ces souterrains, ils sont prêts à tirer des missiles à courte et à moyenne portée sur Israël. C'est-à-dire jusqu'au désert du Negev. C'est-à-dire qu'ils peuvent atteindre d'abord Haïfa, mais ensuite Jérusalem et Tel Aviv. Et le Hezbollah détient un arsenal en matière de missiles. On ne sait pas exactement combien de missiles à moyenne et à courte portée, on n'a pas le détail. Mais le Hezbollah détient un arsenal gigantesque que aucune autre armée de cette région n'a. C'est la plus grande armée du Moyen-Orient, le Hezbollah. On parle de plusieurs dizaines de milliers de missiles prêts à être tirés sur Israël. Oui. Donc, les Israéliens officiellement détruisent les endroits où ces missiles sont stockés. Mais en fait, ils ont atteint beaucoup d'autres endroits et ils ont même été bombardés à Baalbek, qui n'est pas c'est beaucoup plus loin. Donc, Israël essaye de préparer l'attaque du Liban. Et pour préparer l'attaque du Liban, il prépare aussi la riposte du Hezbollah. Donc ils savent que le Hezbollah, en premier, va détruire le port de Haïfa. Et en prévision de ça, Israël vient d'acheter une partie du port de Larnaca à Chypre, de manière à pouvoir continuer à amener ses propres affaires chez lui. Et donc, la plateforme que le Pentagone installe au large de Gaza, il faut se rendre compte qu'elle pourrait aussi servir à ça. Donc toi, ce que tu dis, c'est que ce projet qui a été beaucoup popularisé de l'armée américaine de créer un port à Gaza pour acheminer de l'aide humanitaire au bénéfice des Gazaouites est en réalité un projet ambigu qui pourrait aussi profiter aux Israéliens. Oui, et ce projet peut aussi s'inscrire, parce que c'est clair, les États-Unis ne savent pas sur quel pied ils vont danser. Ce projet peut être retourné subitement et permettre aux États-Unis d'organiser l'expulsion des Palestiniens. Ça, c'est le FPLP qui a fait une grande déclaration en ce sens. Est-ce que c'est un risque qui te paraît plausible ? Moi, ça me paraît plausible et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Alors, en plus d'acheter une partie du port de Larnaca, l'armée israélienne a transformé tous les parkings souterrains au nord d'Israël en abri pour que la population, voire l'armée, puisse se mettre aux abris si le Hezbollah tire des missiles. C'est-à-dire que l'armée israélienne se prépare à une vraie guerre avec le Hezbollah, comme en 2006. Alors, sauf qu'en 2006, ça a été au fond plutôt une guerre
ratée entre guillemets, c'est-à-dire que c'est une guerre qui ne s'est pas assumée comme une guerre conventionnelle classique. Oui. Ce qu'on dit, c'est que là, s'il y avait une guerre entre le Hezbollah et Israël, au fond, ça deviendrait une guerre conventionnelle classique, comme il peut y avoir entre l'armée russe et l'armée ukrainienne aujourd'hui. Alors, moi j'ai écrit un livre sur la guerre de 2006, qui, d'après le président Émile Laoud, le président du Liban, est le meilleur ouvrage qu'on ait écrit sur ce sujet. Donc, lors de la guerre de 2006, ce qu'on a vu, c'est une défaite israélienne qui a été stoppée par l'intervention de Madame Nuland, qui a imposé une résolution pour arrêter les hostilités. Et cette guerre en Europe, elle a été présentée comme déclenchée par le Hezbollah, et c'est la thèse que soutiennent la plupart des chrétiens au Liban. Mais la réalité, c'est que c'est Israël qui l'a déclenchée. Alors j'explique tout ça dans mon livre avec énormément de références, et elle l'a déclenché parce que les autorités militaires au Liban étaient sur le point de révéler l'importance du réseau d'espionnage israélien au Liban et son rôle dans l'assassinat de Rafik Hariri. Donc, tout à fait. On rappelle que Rafik Hariri était président. Non, c'était un ancien Premier ministre. Un ancien Premier ministre libanais, proche de Jacques Chirac. Oui, absolument, proche de Jacques Chirac, qui a financé les campagnes de Jacques Chirac. En tout cas, il hébergeait Jacques Chirac après son départ de l'Élysée. Et Rafik Hariri avait une relation complexe avec la Syrie. Oui. Et beaucoup ont dit c'est les Syriens qui ont tué Rafik Hariri. Non, mais ça, c'est... On a créé un tribunal pour ça, qui vient d'être dissous, ce tribunal, après avoir gaspillé des centaines de millions. Et ce tribunal a été dans l'incapacité de prouver le début du commencement de cette théorie. Et au contraire, il a mené des expérimentations, notamment il a organisé comment dire, ils ont refait l'attentat, la reconstitution de l'attentat qui a coûté la vie à Rafik Hariri. Ils ont fait ça près de Bordeaux, dans les Landes. Il y a une grande base militaire française où on a reconstruit... Oui, la Caso, où on a reconstruit Il nous force quand même, Thierry, il nous force à piocher dans le fond des dossiers qu'on a oubliés. Et on a reconstruit un quartier de Beyrouth et on a reproduit l'assassinat de Rafik Hariri. Et ils ont fait ça parce que moi j'avais publié un article pour dire comment ça s'était passé et démonter leur version. Donc ils ont dépensé je ne sais combien d'argent pour faire ça, et en fait ils n'ont jamais publié leurs résultats parce que manifestement leurs résultats ça montre que ça n'est pas possible, leur version. C'est-à-dire que la version de l'assassinat de Rafik Hariri, Premier ministre, tu as raison, du Liban, par la Syrie n'est pas plausible. C'est probablement un attentat, selon toi, d'origine israélienne. Oui, alors j'ai expliqué, c'est fait avec une autre arme qu'avec celle qu'ils ont racontée. Ils ont dit que c'était un van qui avait transporté des explosifs et qui avait explosé devant la voiture de Rafik Hariri, alors qu'en réalité, quand on étudie la scène du crime, ce que personne n'a fait apparemment, quand on étudie la scène du crime, il y a des éléments médico-légaux qui crèvent les yeux et qui oblige à penser à tout à fait un autre scénario. Je vous renvoie à mon article, il est disponible sur mon site. Voltaire.net. Oui, on a réédité aussi mon livre, c'est dans la nouvelle édition, il y a une annexe où il y a cet article. Voltaire.net. Voltairenet.org. Voltairenet. Dis-nous l'adresse. Voltairenet.org. Il faut être précis parce qu'en fait Thierry déteste faire sa pub et il a bien tort. Bon, alors de leur côté, qu'ont fait les Palestiniens? Bien, les Palestiniens, ils ne se préoccupent pas de l'avenir de l'autorité en Cisjordanie ou à Gaza. Ce qui leur importe le plus, c'est leur unité, parce que ils sont en train de se faire écraser. Une grande partie d'entre eux vont certainement mourir de faim le mois prochain. Je dis c'est inévitable.
C'est trop tard déjà pour leur donner à manger. Et explique-nous pourquoi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais réexplique-le. Bon, il n'y a pas aujourd'hui de moyens pour diffuser l'aide humanitaire quand elle arrivera à Gaza. Donc c'est pour ça qu'on a fait des parachutages. Mais des parachutages, vous pouvez parachuter quelques milliers de repas, mais vous ne pouvez pas nourrir 2,5 millions de personnes par des parachutages. C'est impossible. Parachutage organisé par l'armée américaine. Oui, alors les premiers, ça a été les Jordaniens et les Français, mais après il y a eu tout un tas de pays, dont les États-Unis s'y sont mis, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça. Et de même, les envois par navire, quand il y aura un débarcadère, ça pourra être très important, mais il n'y a pas de débarcadère. Et il faudra au minimum 2 mois pour qu'il y en ait un. Donc, pendant ce temps, les gens, leur corps c'est une chose horrible, la faim. Leur corps est en train de se réduire. Et quand la nourriture arrivera, ils ne seront plus en mesure de l'absorber. Donc ça, tous les rapports des Nations Unies, du Fonds alimentaire mondial, de l'OMS le disent et le répètent depuis des semaines. Mais maintenant, c'est inévitable. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que, en réalité, si tu me permets un parallèle morbide ou critiquable, polémique, lorsque les troupes américaines et anglaises ont libéré les camps de concentration nazis où des juifs étaient déportés, torturés, à l'époque on connaissait moins ces problématiques. On a donné beaucoup de nourriture aux prisonniers juifs et beaucoup en réalité sont morts à la libération d'avoir trop mangé brutalement après une période de privation. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui quand on rencontre des personnes malnutries pendant plusieurs semaines, comme vont l'être les Palestiniens de Gaza? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les sauver? Normalement, c'est par transfusion sanguine. Et progressivement un peu de nourriture. Mais c'est d'abord des transfusions sanguines. Donc pour ça, il faut des hôpitaux, il faut des services de santé, tout ce qui a été détruit à Gaza. Il y a chaque jour des annonces de frappes israéliennes contre des hôpitaux palestiniens. Oui. Alors il y en aurait encore une douzaine qui sont partiellement en activité. Mais vraiment, ce peuple n'a plus rien. La presse américaine parle assez ouvertement maintenant. Je voyais un article dans le Wall Street Journal de la douleur des amputations à vif en Palestine. Alors ça, c'est pour les gens qui sont blessés, parce que bon, il y a des bombardements en permanence, et donc il y a des blessés en permanence. Comme il n'y a plus de médicaments, les amputations ne peuvent être faites qu'à vif. Et si vous ne faites pas d'amputation, la gangrène va vous tuer en très peu de temps. C'est des souffrances non, mais inhumaines. C'est horrible de faire ça. Mais bon, y compris des enfants. Au moins un tiers des amputations auxquelles on procède sont sur des enfants. Sans anesthésie. Sans anesthésie. J'étais sur ce que les Palestiniens font pour se ressouder. Il y a eu, à l'initiative de la Fédération de Russie, une réunion très importante à Moscou avec 62 groupes palestiniens. Ça n'était jamais arrivé depuis la mort de Yasser Arafat. Ils ont essayé de déterminer une position commune. C'est vraiment, faut se rendre compte, pendant des années, tout le monde s'est battu les uns contre les autres, et là, pris à la gorge, il faut trouver une position commune. La position commune qu'ils ont trouvée, c'était que pour représenter le peuple palestinien, seul
non pas l'autorité palestinienne, mais l'OLP peut le faire. Alors, vu le Fatah? Alors, le Fatah est membre de l'OLP. L'OLP, c'est un grand parlement, en fait, des factions palestiniennes. Mais le Hamas, jusqu'à présent, n'est pas membre de l'OLP. Cependant, le Hamas a reconnu que l'OLP était la seule instance représentative. En dehors du Fatah, quels sont les membres de l'OLP? Que ce soit clair pour tout le monde. Vous avez le FPLP, je ne sais plus, il y a le... C'est la question piège. Est-ce que l'OLP est toujours reconnu comme une organisation terroriste? Ce qui est un peu le sujet. Non, depuis les accords d'Oslo, non. On ne dit plus que c'est une organisation terroriste. Alors, le Hamas n'est toujours pas membre de l'OLP, mais en acceptant de reconnaître que l'OLP était représentatif, le Hamas s'est engagé, s'il entrait dans l'OLP, à reconnaître l'État israélien. Donc ça, c'est une avancée considérable. Jusque-là, le Hamas contestait l'existence de l'État d'Israël. Depuis la semaine dernière, il ne le fait plus. Alors, ça durera le temps que ça durera. Hein. Mais c'est une évolution en ombre chinoise. Il n'y a pas eu de déclaration officielle du Hamas disant « Nous ne contestons plus l'existence d'Israël ». Non, mais il y a eu une déclaration officielle du Hamas à Moscou en disant que l'OLP était représentatif et qu'ils étaient prêts à rejoindre l'OLP. Donc c'est dans la charte de l'OLP la reconnaissance de l'État d'Israël. Donc s'ils ne sont pas à y rentrer, c'est qu'ils reconnaissent Israël. La charte de... Attends, je vais te torturer un peu, parce que la charte de l'OLP date de quand? C'est la question piège. D'avant la mort d'Arafat, donc d'avant 2004. De 1968. Ah, je ne veux pas piéger. Non, ça date des accords d'Oslo. Donc c'est la déclaration LP, une nouvelle formule, puisque en réalité, la déclaration historique de l'OLP de 1967 de mémoire préconisait un État laïque palestinien intégrant des juifs, ce qui a fait bondir le monde sioniste, pour aller vite. Oui. Est-ce que l'OLP aujourd'hui est prête à reconnaître l'existence d'un État juif, entre guillemets? Je vais encore me faire attaquer par les puristes. Je dis et je répète que la charte de l'OLP, depuis les accords d'Oslo, reconnaît l'existence de l'État d'Israël. Mais c'est il y a 2 ou 3 ans qu'Israël s'est proclamé État juif. Parce que dans la vision de Yasser Arafat, il proclamait un État palestinien, mais il réservait la possibilité de faire un État binational, comme le préconisent toujours les Nations Unies. C'est la résolution 181 qui date de 1947 ou 48, qui dit que la Palestine doit être un État binational, une fédération entre un groupe juif et un groupe arabe. Et c'est très important cette question-là, parce que si ce sont 2 États distincts, ça ne résout pas le problème. Ça fait qu'il y aura une égalité des Arabes entre eux, une égalité des Juifs entre eux, mais toujours pas d'égalité entre les Juifs et les Arabes. Hein? Mais on fait un aparté, mais c'est compliqué à expliquer aux Israéliens cette solution. Non mais il y a des Israéliens qui défendent cette solution. Alors, ils sont minoritaires. Ils représentent 5 à 10%. D'accord, mais c'est très notable ces 5 à 10%. Et aujourd'hui, les Israéliens, après avoir hurlé leur douleur là, du 7 octobre et avoir souhaité se venger en massacrant tous les Palestiniens, aujourd'hui quand même commencent à ouvrir les yeux, que ce sont des gens comme eux en face, qu'ils ont peut-être aussi le droit de vivre autant qu'eux. Donc le temps fait son œuvre, et
aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont, combien les gens qui accepteraient un État binational sont en Israël, mais c'est peut-être monté entre 10 et 20%. Bon, je veux dire... C'est un sujet polémique. Oui, mais ce sujet est très important. Parce que c'est le seul moyen de résoudre fondamentalement le problème. Sans ça, c'est sûr, la solution à 2 États, c'est une étape intermédiaire qui donnera des résultats intéressants, mais qui ne résoudra pas le fond du problème. Vous savez, la solution à 2 États, c'est celle que les gens d'Isaac Shamir avaient appliquée en Afrique du Sud, quand ils ont créé les Bantoustans. Donc ils ont dit, il y a des États pour les Noirs et un État pour les Blancs. Et alors les Noirs, ils sont égaux entre eux, les Blancs égaux entre eux, mais les Noirs, quand ils viennent chez nous, c'est nos esclaves. Bon, ben ça c'est pas possible. On se rend compte que ça ne marchera pas. Hein? Bon, alors... Faudrait quoi, je te coupe. Oui. Il faudrait d'ailleurs qu'on fasse un reportage en Israël, Palestine, sur le mur entre parce que pour beaucoup de Français ce sujet est abstrait. Mais je peux témoigner, pour l'avoir vu bien avant toutes ces affaires, le contrôle des Palestiniens dans le mur, enfin, dans cette espèce de frontière qui ne dit pas son nom entre les territoires, ce qu'on appelle les territoires occupés, et Israël, le contrôle des Palestiniens par la police israélienne, l'armée israélienne, est quand même tout à fait déplorable. Enfin, pour nous Européens, c'est compliqué à supporter. Si les Français le verraient, ils seraient indignés. C'est le principe de l'apartheid qui est physiquement représenté par ce mur. Alors, ça s'accompagne de tout un tas de décisions juridiques alentour. On le redit, je te coupe encore, mais oui. Donc, par exemple, à Jérusalem, il y a des taxis pour les Israéliens et des taxis pour les Arabes. C'est-à-dire qu'il y a des autorisations de circulation qui sont très type apartheid, comme tu dis. Ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a des emplois qui sont réservés aux gens qui ont fait leur service militaire, mais les Arabes sont interdits de faire leur service militaire, sauf s'ils sont druzes, etc. Bon, bref. C'est un régime d'apartheid au sens plein du terme, comme l'a expliqué l'ancien président des États-Unis, Jimmy Carter, dans un livre sur l'apartheid israélien. Je reprends ce que je disais sur les Palestiniens. Non seulement ils ont refait leur unité politique, alors ils sont toujours en train de s'affronter, mais ce qui s'est passé à Moscou, c'est comme la réunion de Jean Moulin avec les différents réseaux de résistance français face aux nazis. Il les a tout d'un coup unis, alors que tout le monde était dispersé. Ça, ce sont les Russes qui l'ont fait, c'est pas nous. C'est ça c'était à nous de le faire, mais ce sont eux qui l'ont fait. Donc, alors, les Israéliens se sont affolés de cette situation. Donc, ils ont essayé de pousser une idée pour réorganiser politiquement l'ensemble des territoires palestiniens, sans Mahmoud Abbas, sans l'autorité palestinienne qui est vraiment complètement démonétisée. Pourquoi ? Explique aux gens pourquoi. D'abord, pendant des années, Mahmoud Abbas s'est maintenu au pouvoir sans élection. Et puis, son régime a été totalement corrompu. Aujourd'hui, il est totalement corrompu et il est devenu, je peux pas dire totalement inefficace parce qu'il arrive à maintenir une certaine forme de sécurité en Cisjordanie, mais ça n'est pas un État proprement dit. Alors on le redit puisque pour toi c'est naturel, mais pour plein de gens c'est une découverte. Mahmoud Abbas est le président de l'autorité palestinienne, dont la capitale est à Ramallah,
qui est une ville qui, à vol d'oiseau, est à 10-15 km de Jérusalem. Et quand on est sur le mont Nebishmil, mont Samuel, on voit d'un côté Jérusalem et de l'autre Ramallah, c'est-à-dire que c'est la capitale palestinienne qui, puisqu'elle ne peut pas être à Jérusalem, est à côté de Jérusalem. Mais voilà. Faut bien comprendre que Israël et la Palestine, c'est un mouchoir de poche. Hein. Je répète ce que je disais au début, les Britanniques ont conçu cet ensemble palestinien et juif pour qu'il ne soit pas viable, qu'il ne puisse pas se défendre lui-même. Hein. Et on est toujours avec ce problème. Donc, toujours est-il que les Israéliens, comme ils ne voulaient ni de l'autorité palestinienne, ni du Hamas, ni du FPLP, ni du djihad islamique, ni de l'initiative nationale palestinienne, donc ce qu'ils cherchent en ce moment, c'est de créer un gouvernement à partir des grandes familles palestiniennes. Alors, dans l'histoire de la Palestine, quand il y a des crises, les gens se rassemblent de manière clanique. Et donc, il y a certaines grandes familles qui sont là depuis toujours, et on va les voir pour demander du secours. Et ça marche dans un système assez clientéliste. Héritier, notamment, de l'Empire ottoman. Absolument, absolument. Mais c'est un système comparable à la Rome antique. Hein. Ça fonctionnait comme ça, à Rome. Bon. Donc, ou à ce qu'on voit en Sicile aujourd'hui. Donc, les Israéliens essayent de discuter avec ces grandes familles. Et le Hamas a dit, attention, hein, si ces grandes familles s'engagent à distribuer l'aide humanitaire à la place des responsables politiques de la Palestine, nous les tuerons. Donc, ce qui refroidit tout le monde. Ça refroidit tout le monde. Et parce qu'ils le feront. Oui, bien sûr qu'ils le feront, ils n'hésiteront pas. Hein. Alors, simultanément... je te coupe parce que tu mérites d'être coupé, mais une des raisons de la prospérité, popularité du Hamas, c'est sa capacité à organiser une aide sociale à Gaza. Oui. À la place de l'État, entre guillemets. Oui. Mais là, aujourd'hui, il ne peut plus. Il n'y a plus rien. Donc, de toute manière, il ne peut plus. Et lui, il est complètement désorganisé. Donc, comment le Hamas pourrait-il distribuer de l'aide humanitaire quand elle arrivera? Personne ne le sait. Il faudra qu'ils reconstruisent tout. Si les Palestiniens sont unis, il y arrivera. S'ils sont désunis, il n'y arrivera pas. Donc les Israéliens ont assassiné, parce qu'il y a les frappes ciblées là, toujours, ont assassiné un général de la police, de la gendarmerie, de l'autorité palestinienne, qui était... C'est très récent, ça. Oui, quelques jours. Oui. C'était la seule personne qui était capable de s'appuyer sur quelques éléments organisés, même s'il n'en a plus beaucoup, puisque ses propres troupes ont été largement massacrées par les Israéliens. En le tuant, les Israéliens ont définitivement, à leurs yeux, fermé la capacité des factions palestiniennes d'organiser cette distribution quand elle arrivera dans 2 mois. Et donc les Israéliens ont organisé une réunion entre les chefs des grandes familles et Mahmoud Dallan. Alors Mahmoud Dallan, c'est un ancien ministre de Yasser Arafat qui est en exil aux Émirats Arabes Unis et dont tout le monde pense que c'est lui qui a personnellement assassiné Yasser Arafat. En fait, on pensait qu'il avait été empoisonné. Oui, et donc on a découvert des documents
antérieure à la mort d'Arafat, où Dahlan expliquait aux Israéliens qu'il allait régler lui-même le problème Arafat à sa manière. Donc, en tout cas, s'il n'a pas assassiné Arafat, il avait vraiment l'intention de le faire, ça c'est clair. Donc, on est aujourd'hui dans une situation terrifiante pour le peuple palestinien. Et alors que l'administration Biden est maintenant, elle n'était pas au début, mais est maintenant opposée à ce qu'on expulse les Palestiniens vers le Sinaï, l'administration Netanyahou dit toujours qu'il faut faire ça. Et Smotrich, le ministre des Finances, l'a répété encore il y a 2 ou 3 jours. Il faut expulser tous ces gens-là. Et pas seulement les gens de Gaza, tous les Arabes, il faut les expulser. Il y a un rabbin important là-bas qui la semaine dernière a dit il faut massacrer tous les Arabes. Ceux que nous avons laissés en vie la dernière fois que nous nous sommes battus contre le Hamas ont fait des enfants qui nous affrontent aujourd'hui. Nous devons tuer tous les enfants. Et quelqu'un lui a demandé qu'est-ce qu'on fait des vieillards. Et il a répondu un vieillard est capable de ramasser un fusil et de tirer sur nos soldats. Il faut tuer les vieillards aussi. Donc il y a un groupe fasciste extrêmement dur qui veut aller jusqu'au bout de ce plan. Même si la majorité de la population israélienne aujourd'hui est sur une recherche moins dure. Je ne dis pas qu'elle est pacifique, mais moins dure. Et donc une minorité, elle, est pour une solution à long terme. Radicale. Pour une solution radicale. Non, je dis, il y a d'un côté les fascistes au sens historique du terme, les anciens alliés de Mussolini, de Benito Mussolini, qui de père en fils ont continué leur groupe jusqu'à Benjamin Netanyahou. Donc ces gens-là, cette minorité-là, qui représente au maximum 10% de la population israélienne, veut le massacre. Et à l'autre côté, il y a environ 10%, peut-être plus aujourd'hui, des Israéliens qui veulent une solution politique définitive avec la reconnaissance d'un État binational. Et entre les deux, il y a des normises. Entre les deux, il y a des gens qui savent plus trop quoi faire, qui veulent que ça s'arrête, mais ils savent pas comment. Voilà. Bon. Qui accepteraient n'importe quelle solution pourvu que ça s'arrête. Alors que l'opposition entre Washington et Tel Aviv est évidente, elle se poursuit en sous-main. Et il y a des gens actuellement qui font pleuvoir des milliards de dollars sur l'Égypte. C'est incroyable. L'Égypte n'avait pas d'argent, mais là, tout d'un coup, tout le monde lui en donne. Tout le monde, c'est incroyable. D'où vient cet argent ? Alors, ça a commencé par les Émirats Arabes Unis. L'Union Européenne a donné 7,5 milliards la semaine dernière. Mettons 300 ou 400 millions pour fixer les candidats à la migration illégale. Oui, alors là, on parlait des Soudanais. Parce que, ça va, au moment où nous parlons, la crise humanitaire au Soudan est pire qu'à Gaza. Ça ne sera pas le cas, je le répète, dans un mois où les gens vont mourir de faim pour de vrai à Gaza. Bon, mais donc pour le moment, la plus grande crise humanitaire possible, c'est au Soudan, où il y a 2 groupes qui se battent. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on vous explique. Et la meilleure preuve, c'est qu'au Soudan, vous savez que le gouvernement de Khartoum est soutenu par les forces spéciales ukrainiennes et par les frères musulmans. Tandis que les forces du Darfour, elles, sont soutenues par la Russie. Donc c'est tout à fait une autre histoire qui se passe que celle qu'on vous raconte dans les journaux.
le fait que les Ukrainiens soient présents à Khartoum a été attesté à la une du Wall Street Journal il y a 3 semaines. Donc il n'y a plus d'armée en Ukraine, presque tout le monde est mort là-bas, mais ils envoient des forces spéciales au Soudan. Bon. Donc je reprends ma narration. En retrait de ce que nous voyons, il y a cette pluie de dollars sur l'Égypte. Le FMI a donné, je ne sais pas trop combien. Et maintenant, vous avez le Fonds monétaire arabe, vous avez toutes sortes de banques que vous ne connaissez pas, qui les unes après les autres disent qu'elles vont donner de l'argent à l'Égypte. Alors, est-ce que l'Égypte, tout d'un coup, représenterait un enjeu, un tel enjeu? Je vous rappelle que l'Égypte a organisé, enfin, c'est des travaux de terrassement qui ont été faits pour pouvoir recevoir 1 million de Palestiniens dans le Sinaï. 1 million. C'est la solution. Alors je vais me faire insulter, mais pas mal d'influenceurs. Je crois qu'Idriss Aberkan n'était pas complètement opposé à cette solution. Il y a plein de gens. Tous les gens qui soutiennent Israël sont favorables à cette solution. Je vais encore me faire des amis. Là, je pense que je me suis fait des amis. Alors, vas-y, continue. Donc, le fait d'expulser les Palestiniens hors de chez eux, il faut savoir que jamais ils ne retourneront chez eux. Jamais. On rappelle, puisque plein de gens ne le savent pas, la question des réfugiés palestiniens a été traitée par Israël avec cette règle, pas de réfugiés palestiniens chez nous. C'est-à-dire qu'une fois que les Palestiniens quittent le territoire sous contrôle israélien, ils n'ont plus le droit de revenir. Plus le droit. Et même les Arabes qui ont la nationalité israélienne au titre, ce qu'on appelle les Arabes de 1948, même ces gens-là, quand ils quittent le territoire israélien plus de 6 mois, je crois, ne peuvent plus retourner, ils perdent toute nationalité, se retrouvent apatrides. Donc, s'ils sont expulsés, ce sera définitif. Et je vous rappelle que l'Union européenne a déjà promis que s'ils étaient expulsés, l'Union européenne accepterait 1 million de réfugiés palestiniens. Donc, quand Madame von der Leyen dit qu'elle donne 7,5 milliards pour empêcher les Soudanais de venir dans l'Union européenne, c'est peut-être pour un autre motif qu'elle donne autant d'argent. Bref, nous sommes dans une situation, d'un point de vue des Palestiniens, qui est absolument sans espoir en fait. Et donc, à ce moment-là, coup de théâtre, le sénateur Schumer aux États-Unis, qui est un pilier de l'AIPAC. L'AIPAC, c'est l'association qu'on accuse d'être le lobby pro-israélien. Ils disent qu'ils sont le lobby pro-israélien aux États-Unis. Qui ne sont pas les pires d'ailleurs. Non, mais c'est des gens qui ont systématiquement donné raison au gouvernement de Tel Aviv, quel qu'il soit et quoi qu'il fasse. Donc, vraiment le pilier de l'AIPAC, qui se trouve être une personnalité très importante du Parti démocrate et le chef du Parti démocrate au Sénat. Schumer a fait un discours au Sénat absolument vraiment surprenant, où il a dit « Moi je suis juif et j'ai toujours aimé l'État d'Israël et tout ça, mais ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas l'accepter. Je suis juif, mais je suis contre Netanyahou. » Ça, c'est un changement complet de sa manière d'appréhender le sujet, et je ne peux pas accepter que les Palestiniens meurent de faim. Ce qui est une position proche de
de Jacques Attali en France. Mais il y a beaucoup de juifs dans le monde qui pensent ça. Y compris des juifs influents, c'est pas seulement oui. monsieur et madame tout le monde. Oui. Là, ce qui est nouveau, c'est que c'est le représentant d'une faction juive traditionnelle. Alors que, pour le moment, les juifs libéraux avaient tous pris position contre Netanyahou. Mais les juifs... du système. Les juifs, voilà, plus membres du système, eux, s'en accommodaient de Netanyahou. Voilà. Maintenant, depuis 3 jours, ils disent que Netanyahou fait honte au peuple juif. Mais qui est la position de Jacques Attali, hein. Oui. Et qui est celle que j'ai défendue dès le premier jour quand je suis venu ici. Je ne voulais pas souligner ta proximité avec Jacques Attali. Non. Le retournement du sénateur Shamma montre que désormais c'est pratiquement toute la communauté juive aux États-Unis qui est contre Netanyahou. La question c'est pourquoi Netanyahou persévère alors que, au fond, son principal levier, qui est la diaspora juive aux États-Unis, le lâche ou le critique. Est-ce qu'elle le lâche alors qu'il continue à recevoir des armes et que l'Égypte continue à recevoir des dollars? C'est un peu l'ambiguïté ou le paradoxe. Voilà, donc il y a des gens là-dedans qui ne sont pas sincères, qui disent quelque chose publiquement et font autre chose en sous-main. Et en fait, c'est difficile de savoir qui fait quoi. Mais il y a 15 jours, j'avais dit, on va savoir dans les prochains jours qui dirige le monde, en fait. En fait, on ne sait toujours pas. Hein, mais, ça veut dire que l'histoire n'est pas écrite d'avance. Il y a des rapports de force qui ne sont pas conclusifs, si j'ose dire, qui sont incertains, qui sont hasardeux. Oui. On peut pas conclure aujourd'hui sur ce qui se passera demain matin. Mais en fait, aujourd'hui, toutes les issues sont possibles. Il faut être extrêmement précis sur les engagements que les uns et les autres prennent. Si on veut aider les Palestiniens, il faut tout de suite, là, dans la minute, envoyer des systèmes pour des perfusions sanguines. Il faut tout de suite en envoyer. Dans 2 mois, ce sera trop tard. Pourquoi on ne le fait pas, nous? Je ne sais pas, moi. Pourquoi on ne fait pas une collecte pour le faire? Ah oui, ça on pourrait faire. Ça va être la chose la plus importante. Nous ne pouvons pas arrêter les bombardements, mais nous pouvons faire renaître à la vie des gens en leur apportant des transfusions sanguines. Bah, faisons-le. Faisons-le. Bon, on va en discuter. Oui. On parle beaucoup, utilement, c'est passionnant. Dis-nous le mot de la conclusion. Que ce qui se passe à Gaza doit nous ouvrir les yeux sur l'affrontement général. Ce n'est pas subitement que la crise israélo-palestinienne qui dure depuis 75 ans s'est amplifiée comme ça. Parce que depuis 75 ans, il y a eu plein d'étapes, plein d'affrontements, mais en fait, la situation qu'on connaît aujourd'hui, on ne l'a connue qu'au moment de la Nakba en 1948. Donc la grande catastrophe. La grande catastrophe, oui. La grande catastrophe. Mais si ça survient aujourd'hui, c'est parce que en arrière-fond, il y a un affrontement
entre d'un côté les anglo-saxons qui veulent être les défenseurs de l'Occident et de l'autre côté la Russie qui a amené derrière elle la Chine, l'Organisation de coopération de Shanghai, les BRICS, mais il n'y a que la Russie qui s'engage, les autres ils soutiennent de loin. Et la Russie qui, elle, veut rétablir le droit international. Ce qui signifie, si le droit international est rétabli, que les Occidentaux seront forcés d'appliquer leur propre signature et perdront tous les avantages qu'ils ont. Donc, c'est ça qu'il y a en toile de fond. Et en fait, c'est ça qui déterminera l'avenir de Gaza et d'Israël. C'est le même problème qu'en Ukraine. Ne croyez pas que ce soit des histoires différentes. D'ailleurs, je l'ai dit ici, ce sont les mêmes personnages qui sont impliqués dans les deux conflits. Tout à l'heure, je disais que l'Ukraine est présente au Soudan, mais dans une émission précédente, j'avais expliqué que Jabotinsky, le dieu là, le grand Manitou derrière à la fois Netanyahou, le conservatisme israélien et les bandéristes ukrainiens. Voilà que Jabotinsky c'était un Ukrainien et que c'est depuis l'Ukraine qu'il a commencé à être l'ami de Benito Mussolini avant de créer le Bétar, etc. Donc ce sont et je disais aussi que Victoria Nuland, qui s'est targuée d'organiser le renversement de Yanukovych, le président élu en 2014 en Ukraine, c'est elle qui a conclu la paix en 2006 entre Israël et le Liban. Donc tout ça, c'est très peu de personnes, mais extrêmement puissantes, qui tire les ficelles de cet affrontement. Et nous devons essayer de comprendre comment ça se passe à cette échelle-là si nous voulons avoir des résultats sur le terrain. Voilà. Dans les 15 jours qui viennent, puisque 15 jours nous séparent de la prochaine interview, qu'est-ce qu'il faut craindre comme rebattage, remaniement des cartes, comme nouvelle donne des cartes? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait un embrasement inattendu en Israël, puisque à une époque on se disait mais le Ramadan sera peut-être la période clé pour une opération très douloureuse contre Rafah, finalement elle n'a pas eu lieu, notamment parce que les États-Unis ont fait beaucoup de pression sur Netanyahou pour que ça n'ait pas lieu. On voit bien mais Netanyahou continue à dire qu'il veut faire ça. On voit bien qu'en même temps, l'armée israélienne cartonne entre guillemets des civils qui attendent à manger. Est-ce qu'il y a un risque que cette situation bascule et que, au fond, Netanyahou obtienne gain de cause en ayant l'autorisation de lancer des frappes contre les populations civiles en Palestine? Bon, d'abord, il faut se rendre compte qu'à l'intérieur même d'Israël, aujourd'hui, il y a un mouvement anti-Netanyahou qui s'est développé. Il y a des manifestations constantes contre le Premier ministre, un peu partout dans le pays. Au début, la police a réagi d'une manière très violente. Maintenant, elle est plus douce. Mais voilà, ce mouvement existe. Et cette semaine, on a assisté à des démissions en chaîne dans l'administration. Notamment, pratiquement tout le service de propagande a démissionné. Ça, je ne sais pas comment ils peuvent faire maintenant leur communication extérieure, parce que les principaux dirigeants de leur service de propagande refusent de servir Netanyahou. Donc, il faut se rendre compte, ces gens-là, on leur a demandé de mentir à un point, ils ne peuvent plus continuer. Voilà, donc peut-être qu'il va se passer quelque chose en Israël même. Mais on ne sait pas.
On ne sait pas, personne ne le sait. Et je pense même pas que les gens qui vont agir de manière surprenante dans les prochaines semaines le sachent aujourd'hui. Je ne pense pas. En conclusion de cette très longue interview, les gens en auront finalement pour leur satisfaction, parce qu'ils me sont assez trop courts. Ça. Vous avez eu du mais sans jusqu'à plus soif. Dis-nous 3 mots sur la Russie et l'Ukraine. 3 mots positifs. Alors, d'abord, ce que nous savons, c'est que derrière les caméras, il y a des négociations directes entre les États-Unis et la Russie. La Russie a proposé qu'on arrête les frais et que les Occidentaux reconnaissent les nouvelles frontières. C'est-à-dire que la Crimée, le Donbass et la majeure partie de la Novorossia ont rejoint la Fédération de Russie. Et les Russes ont prévenu que si... Ce qui serait la première guerre d'annexion du XXIe siècle. C'est pas une guerre d'annexion, puisque c'est toutes ces régions... On sent le pro-russe là, qui est... Oui, simplement, je dis que ces populations sont historiquement russes et que elles étaient opprimées par le gouvernement de Kiev. Voilà. Donc, il y a une logique à ce que la Crimée, par exemple, vous savez, c'était resté pendant 2 ans après la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine, la Crimée est restée administrée par Moscou et pas par Kiev. Donc quand on nous raconte aujourd'hui que la Crimée est ukrainienne, ça se tord de rire, ça n'a aucune base, ça n'existait qu'administrativement. Bon. Mais les fonctionnaires, comment ça s'appelle, les retraites, tout ça c'était payé par Moscou, pas par Kiev. Bon. Alors, si les États-Unis refusent cet accord, les Russes ont annoncé qu'ils continueraient en prenant Kiev, c'est-à-dire en terminant de libérer la Novorossia et en faisant la jonction avec la Transnistrie. Transnistrie, c'est un État indépendant à la frontière entre la Moldavie et l'Ukraine. Quasiment du côté de la Roumanie, quoi, pour les gens. Non, c'est du côté moldave. C'est du côté moldave. On mettra une carte, mais c'est plutôt côté Roumanie plutôt que côté Vladivostok. C'est du côté moldave. D'accord. Bon. C'est chiant. Aux yeux du droit international, qui n'a pas reconnu l'indépendance de la Transnistrie lorsqu'elle s'est constituée à la chute de l'Union soviétique, aux yeux du droit international, c'est une région de la Moldavie. Donc quand on vous dit qu'on va soutenir la Moldavie, ça veut peut-être dire qu'on va attaquer et faire la guerre en Transnistrie. C'est un État totalement indépendant. Je suis allé là-bas, je vous assure, c'est vraiment un État indépendant et un État très, très démocratique, contrairement à ce qu'on raconte. Ceux qui veulent en savoir plus regarderont notre journal Chaos Global de ce lundi. On a diffusé des cartes et des explications. Continue. Alors, la France a pris l'initiative de préparer l'envoi de troupes françaises à Odessa. Donc au moment où nous parlons, il y a une partie de la Légion étrangère qui doit déjà être en Roumanie et qui ne va pas tarder à arriver à Odessa. Donc l'idée de la France, c'est que en mettant des soldats français à Odessa de manière visible, la Russie ne pourra pas attaquer Odessa et donc la guerre pourra continuer. Je disais, si on refuse la paix, la Russie va prendre Odessa, mais non, il y aura les Français. Bon, alors ça, c'est une manière de penser qui, à mon sens, est absolument stupide. Parce que s'il y a une chose qui compte pour les Russes, c'est la parole donnée. Donc s'ils disent, pour le moment, les négociations avec les États-Unis ne sont pas terminées. Mais si la Russie dit qu'elle va prendre Odessa, quelle que soit la présence étrangère à Odessa, la Russie
fera la guerre. Et que cette puissance soit nucléaire ou pas, ça n'y changera rien. Donc, en amenant des soldats français à Odessa, Emmanuel Macron fait courir un risque à la paix mondiale. On se retrouve dans 15 jours, Thierry? Oui. Bon, écoute, on croise les doigts pour que la paix, si j'ose utiliser ces formules très chrétiennes, que la paix règne sur le monde. À bientôt, Thierry. Très bientôt.